Et si un simple uniforme pouvait cacher une histoire de révolte silencieuse? En mars 1919, dans une rue de Paris encore marquée par la guerre, 7 jeunes domestiques se sont alignés devant un portail en fer forgé pour une photo. Ce qui aurait dû être une image banale de servante est devenu, quelques heures plus tard, le symbole d'un bouleversement qui allait secouer toute la bourgeoisie parisienne. Car au coin de ce cliché, presque invisible, un petit garçon est apparu, et sa présence a déclenché une chaîne d'événements que personne n'avait prévus. Aujourd'hui, vous allez découvrir cette histoire dramatisée inspirée de faits réels, et comprendre pourquoi ces 8 secondes de pause ont changé la vie de milliers de femmes en France. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Cela m'aide à savoir jusqu'où ces histoires voyagent, et pourquoi elles doivent continuer à être racontées. Cette photo de 1919 montre 7 femmes en uniforme impeccable, alignées devant un portail de fer forgé de la rue de Varennes. Mais si vous regardez attentivement leurs mains, vous verrez quelque chose que personne n'a remarqué pendant 100 ans. Des mains qui racontent une histoire de sacrifice, de dignité et d'une révolution silencieuse qui a changé la France. Et dans exactement 3 minutes, je vais vous révéler pourquoi le petit garçon qui apparaît flou au coin de cette image a provoqué l'événement le plus bouleversant de cette journée de mars 1919. Regardez bien le visage de la jeune femme à gauche. Elle sourit, mais ses yeux sont remplis de larmes qu'elle essaie de retenir. Cette femme, c'est Marie-Claire Fournier, 18 ans, et ce matin-là, elle venait de prendre la décision la plus difficile de sa vie. Une décision qui allait non seulement changer son destin, mais celui de 400 000 femmes comme elle dans tout Paris. Le photographe Auguste Leroux du Petit Journal avait mis 8 secondes pour capturer cette image. 8 secondes pendant lesquelles ces femmes ont défié un système entier. Mais pour comprendre pourquoi elles ont risqué leur seul moyen de survie pour cette photographie, il faut d'abord que je vous raconte ce qui s'est passé 6 heures plus tôt, quand Marie-Claire s'est réveillée dans son minuscule grenier glacé du 7e arrondissement. Il était 5 heures du matin, le 14 mars 1919. Marie-Claire Fournier se lève comme chaque jour depuis 2 ans dans cette mansarde où l'eau avait gelé dans la cuvette. Ses mains, déjà abîmée par la soude caustique, tremble tandis qu'elle enfile son uniforme. Un uniforme qu'elle lave chaque soir avec un soin obsessionnel, car c'est la seule chose qui lui appartient vraiment dans cette maison où elle est invisible. Son père était mort à Verdun 3 ans plus tôt. Les archives militaires conservent encore la dernière lettre qu'il avait écrite à sa femme où il parlait de sa petite Marie-Claire qui devait avoir bien grandi. Il ne savait pas qu'elle avait déjà quitté la Bourgogne, que leur ferme avait été saisie, et que sa fille était devenue bonne chez les De Villiers, ces industriels, qui s'étaient enrichis en vendant des munitions pendant que lui mourait dans les tranchées. Dans la chambre voisine, Agnès Lefebvre tousse violemment. 22 ans, les poumons encore pleins de poudre de l'usine d'armement, où elle assemblait des obus jusqu'à l'armistice. Quand la paix est revenue, on a renvoyé toutes les ouvrières. Les hommes qui revenaient du front avaient besoin de travail, lui avait-on dit. Alors Agnès, qui savait lire et écrire mais le cachait soigneusement, était devenue domestique. Un recul social qu'elle vivait comme une humiliation quotidienne. Au bout du couloir, Suzanne Bernard, 30 ans, gouvernante en chef, est déjà debout depuis 1 heure. Elle vérifie que tout est prêt pour le petit déjeuner des maîtres. Suzanne connaît les secrets de toutes les grandes familles du quartier. Elle sait que Monsieur de Villiers a une maîtresse rue de Babylone. Elle sait que Madame boit du laudanum pour oublier son ennui. Elle sait surtout que sans elle et ses filles, comme elle appelle les autres domestiques, cette maison s'effondrerait en 3 jours. Ce matin-là, Suzanne a un plan. Un plan qu'elle a mûri pendant des semaines après l'incident de l'hiver, quand Madame de Villiers avait refusé de leur donner des vêtements chauds malgré le froid polaire qui régnait dans les mansardes. Quand la petite Jeanne, 16 ans, la plus jeune d'entre elles, était tombée malade d'une pneumonie. Les registres de l'hôpital Laennec confirment qu'elle y est restée 3 semaines, aux frais des domestiques qui ont cotisé pour payer les soins. Mais il y a autre chose que Suzanne garde secret. Quelque chose qu'elle n'a jamais dit à personne, et qui la hante depuis 15 ans. Un secret qui explique pourquoi elle reste dans cette maison malgré tout.
Un secret lié à Émile, le petit garçon de 4 ans dont s'occupe Marie-Claire. À 6h30, Marie-Claire descend à la cuisine. Elle prépare le petit déjeuner d'Émile avec un soin particulier. Des toasts dorés juste comme il les aime, avec de la confiture de fraises qu'elle a mise de côté spécialement pour lui. Elle l'aime, ce petit, plus qu'elle ne devrait. Plus que sa propre mère ne l'aime, elle en est certaine. Madame de Villiers ne passe que quelques minutes par jour avec son fils. Trop occupée par ses réceptions, ses sorties au théâtre, ses visites chez la modiste. C'est Marie-Claire qui console ses cauchemars, qui lui apprend à compter, qui invente des histoires de chevaliers et de dragons. C'est elle qui l'appelle quand il a peur. C'est elle qu'il veut voir en se réveillant. Et c'est exactement ça le problème. À cette heure, un bruit de verre brisé retentit dans la salle à manger. Madame de Villiers vient de jeter par terre l'assiette que Marie-Claire venait de poser devant elle. « Les œufs sont trop cuits !» hurle-t-elle. « Tout est toujours mal fait dans cette maison. Des incapables, voilà ce qu'elles sont toutes. » Marie-Claire s'agenouille pour ramasser les morceaux. Ses mains tremblent, mais pas de peur. De rage. Une rage qu'elle contient depuis 2 ans. Une rage qui grandit chaque jour. Et tandis qu'elle nettoie, elle sent le regard de Suzanne sur elle. Un regard qui dit « Patience, bientôt ». Car dans 4 heures, le photographe du petit journal doit venir documenter la vie dans les beaux quartiers après la guerre. Il ne sait pas encore qu'il va capturer bien plus qu'une simple photo de domestique. Il va capturer le moment exact où ces femmes invisibles ont décidé de reprendre leur dignité. À 8 heures, dans la buanderie, les mains d'Agnès saignent. La soude caustique a rouvert les crevasses qui ne guérissent jamais vraiment. Elle frotte le linge des maîtres en silence, mais dans sa tête, elle compose une lettre. Une lettre qu'elle n'enverra jamais à sa sœur restée à Lille. Une lettre où elle avouerait qu'elle regrette d'avoir quitté l'usine, même avec ses vapeurs toxiques et ses 12 heures de travail quotidien. Au moins là-bas, elle était quelqu'un. Elle fabriquait des munitions pour la France. Ici, elle n'est rien. Les documents du musée social révèlent qu'en 1919, une domestique gagnait entre 30 et 40 francs par mois. Un ouvrier, lui, touchait 200 francs. Mais ce n'est pas l'argent qui fait le plus mal à Agnès, c'est l'invisibilité. Cette sensation de disparaître peu à peu, de devenir transparente, un meuble qu'on déplace selon les besoins. Dans le salon, Madame de Villiers reçoit ses amis pour le thé. Marie-Claire sert en silence, gardant les yeux baissés comme on le lui a appris. Elle entend Madame Beaumont se plaindre de ses domestiques. Elles deviennent impossibles depuis la guerre, dit-elle. Elles ont des prétentions maintenant. L'autre jour, ma bonne a osé me demander un après-midi de congé supplémentaire. Vous vous rendez compte? Marie-Claire serre le plateau si fort que ses jointures blanchissent. Elle pense à sa mère, seule en Bourgogne, qui survit avec les 25 francs qu'elle lui envoie chaque mois. Elle pense aux lettres qu'elle reçoit, où sa mère lui dit qu'elle est fière d'elle, qu'elle a de la chance de travailler dans une si belle maison à Paris. Si seulement elle savait. Suzanne entre discrètement et murmure quelque chose à l'oreille de Marie-Claire. Le photographe sera là dans 2 heures. Tout est prêt. Les autres filles sont prévenues. Même la petite Jeanne, encore faible après sa pneumonie, a insisté pour participer. Mais Suzanne cache quelque chose. Un détail qu'elle n'a dit à personne. Elle sait que Madame de Villiers a l'intention de renvoyer Marie-Claire. Elle a surpris une conversation la veille. Madame trouve que la petite s'attache trop à Émile, que ce n'est pas sain, qu'il faut la remplacer avant que ça devienne un problème. Ce que Madame de Villiers ne sait pas, c'est que Suzanne a ses propres raisons de protéger Marie-Claire. Des raisons qui remontent à 15 ans, quand elle-même était une jeune bonne dans une autre maison. Quand elle est tombée enceinte du fils de famille. Quand on l'a forcée à abandonner l'enfant. Un garçon né le 3 avril 1915, la même date qu'Émile. Non, ce n'est pas une coïncidence. Suzanne a vérifié les registres de l'état civil conservés à la mairie du 7e arrondissement. Les dates correspondent. Les lieux correspondent. Émile de Villiers est son fils. Le fils qu'on lui a arraché et qui a été adopté par cette famille qui ne sait même pas d'où il vient vraiment. À 9h30, un incident éclate dans la nurserie. Émile pleure. Il veut Marie-Claire, personne d'autre.
Madame de Villiers monte, furieuse. Elle trouve son fils dans les bras de la bonne, le visage enfoui dans son cou, refusant de la lâcher. La scène qu'elle fait alors restera gravée dans la mémoire de toutes les domestiques présentes. « Tu essaies de me voler mon fils ?» hurle-t-elle. « Tu n'es qu'une petite paysanne qui ne sait même pas lire. Tu crois que tu peux remplacer sa mère? Tu n'es rien. Rien du tout. Une servante. Un meuble. Moins qu'un meuble même, car au moins les meubles ont de la valeur. » Marie-Claire ne répond pas. Elle tend doucement Émile à sa mère. Le petit garçon se débat, crie, tend les bras vers celle qui prend soin de lui depuis qu'il sait marcher. Mais Marie-Claire détourne le regard. Une larme coule sur sa joue. Une seule, qu'elle essuie rapidement. C'est à ce moment que Suzanne prend sa décision. La photo ne sera pas qu'un portrait. Ce sera un acte de résistance, un témoignage, une preuve qu'elles existent, qu'elles sont humaines, qu'elles ont une dignité que personne ne peut leur enlever. Elle rassemble les filles dans la lingerie. 7 femmes en tout. Marie-Claire, Agnès, Jeanne la petite malade, Louise la cuisinière avec ses mains brûlées par des années de fourneau, Marguerite la lingère qui coud jusqu'à en perdre la vue, et Céleste, l'aide de cuisine qui n'a que 15 ans et qui envoie tout son salaire à ses 8 frères et sœurs orphelins. « Écoutez-moi bien, » dit Suzanne. « Dans 1 heure, nous allons faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Nous allons nous montrer au monde, pas comme des domestiques, pas comme des ombres, mais comme des femmes qui maintiennent cette maison debout, des femmes sans qui ces dames ne sauraient même pas faire bouillir de l'eau. » Agnès tousse, ses poumons malades protestant contre l'effort de parler. « Mais ils vont nous renvoyer, » murmure-t-elle. « On sera à la rue, sans référence, plus personne ne voudra nous embaucher. » Suzanne la regarde droit dans les yeux. « Peut-être, mais au moins, pour une fois dans notre vie, nous aurons existé. » Cette photo, c'est notre façon de dire « Nous étions là. Nous avons compté. Sans nous, leur monde s'effondrait. » Les archives du petit journal conservent encore la note qu'Auguste Leroux, le photographe, a écrite ce jour-là dans son carnet. 7 domestiques, maison de Villiers, rue de Varennes. Demande inhabituelle, veulent poser ensemble. Et accepter, quelque chose d'important se passe ici. À 10 heures, les filles commencent à se préparer. Elles lavent leurs uniformes une dernière fois. Elles les repassent avec un soin maniaque. Elles veulent être parfaites, non pas pour leur maître, mais pour elles-mêmes, pour montrer qu'elles ont une fierté malgré tout. Marie-Claire sort de sa poche une photo cornée, sa famille en Bourgogne, avant la guerre. Son père en costume du dimanche, sa mère souriante, et elle, petite fille insouciante qui ne savait pas encore ce que la vie lui réservait. Elle l'embrasse doucement et la remet dans sa poche. « Pour papa », murmure-t-elle, « pour qu'il soit fier de moi. » À 10h30, Madame de Villiers annonce qu'elle sort. Une visite chez sa couturière, puis un déjeuner chez les Rochefoucauld. Elle ne rentrera qu'en fin d'après-midi. Parfait, pense Suzanne. Elles auront le temps. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'Émile a tout entendu. Le petit garçon de 4 ans, caché derrière une porte, a compris que quelque chose d'important allait se passer. Et il a décidé qu'il serait là. Pour Marie-Claire. Pour celle qu'il aime plus que tout au monde. 11 heures. Le photographe arrive plus tôt que prévu. Auguste Leroux, fils d'un cheminot mort dans un accident de train, comprend immédiatement qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Ces femmes ne le regardent pas avec la déférence habituelle des domestiques. Il y a dans leurs yeux une détermination qu'il n'a jamais vue. Suzanne s'avance. « Monsieur Leroux, nous voudrions vous proposer quelque chose. Au lieu de nous photographier en train de travailler, comme des illustrations pour votre article, nous aimerions poser. Ensemble, debout, comme des personnes. » Le photographe hésite. Son rédacteur en chef attend des clichés montrant la vie quotidienne dans les beaux quartiers. Des images rassurantes qui montrent que la France se relève, que l'ordre revient. Pas des portraits de domestiques qui se prennent pour des bourgeoises. Mais il y a quelque chose dans le regard de Suzanne. Une urgence. Un désespoir contenu. Il acquiesce. D'accord. Mais faisons vite. Je dois être rue de Grenelle à 14 heures. Les femmes se préparent dans une effervescence silencieuse.
Chacune ajuste son uniforme une dernière fois. Agnès cache ses mains abîmées derrière son dos. Jeanne, malgré sa faiblesse, se tient droite. Louise retire son tablier taché de sauce et en met un propre qu'elle gardait pour les grandes occasions. Mais Marie-Claire hésite. Ce matin, après la scène avec Madame de Villiers, elle a pris une décision. Elle va partir. Ce soir même, elle a économisé assez pour prendre le train jusqu'à Lyon. Une cousine lui a parlé d'un atelier de couture qui cherche des ouvrières. Ce ne sera pas mieux payé, mais au moins elle ne sera plus invisible. Elle ne sera plus celle qui vole l'amour d'un enfant à sa mère. Suzanne s'approche d'elle. « Je sais ce que tu penses, » murmure-t-elle. « Je sais que tu veux partir. Mais avant, fais ça. Pour nous, pour toutes celles qui ne peuvent pas partir, pour toutes celles qui restent prisonnières. » Marie-Claire la regarde, surprise. Comment sait-elle? Suzanne sourit tristement. « J'ai été jeune aussi. J'ai voulu partir. Mais j'avais mes raisons de rester. Des raisons que tu ne peux pas comprendre. À 11h30, elles sont prêtes. 7 femmes alignées devant le portail en fer forgé. Le photographe installe son appareil. Le temps de pause sera de 8 secondes, annonce-t-il. 8 secondes pendant lesquelles vous devez rester parfaitement immobile. 8 secondes. Le temps d'un battement de cœur. Le temps d'une prière. Le temps de changer une vie. Suzanne se place au centre. À sa droite, Marie-Claire et Agnès. À sa gauche, les autres. Elles se tiennent droites, dignes. Pour la première fois depuis qu'elles sont entrées en service, elles ne baissent pas les yeux. Le photographe s'apprête à déclencher quand un bruit les fait toutes sursauter. La porte de la maison s'ouvre violemment. Madame de Villiers apparaît, le visage déformé par la rage. Elle est revenue. Sa couturière était souffrante, le rendez-vous annulé. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» hurle-t-elle. « Rentrez immédiatement, toutes, c'est un ordre. Les femmes ne bougent pas. » C'est Suzanne qui parle, d'une voix calme mais ferme. « Nous posons pour une photographie, madame. Nous en avons le droit. C'est notre demi-journée de repos mensuel. » Madame de Villiers devient écarlate. « Votre demi-journée? Vous n'avez aucun droit. Vous êtes mes employés. Vous faites ce que je dis. » C'est alors qu'Agnès fait quelque chose d'impensable. Elle retire ses gants, lentement, délibérément, révélant ses mains détruites par la soude, les crevasses sanglantes, les ongles rongés par les produits chimiques. « Regardez, madame, regardez ce que vos doigts ont fait de mes mains. Ces mains qui lavent votre linge, qui nettoient votre maison, qui préparent votre nourriture. » Un silence terrible s'installe. Même le photographe retient son souffle. Madame de Villiers ouvre la bouche, la referme. Pour la première fois de sa vie, elle ne sait pas quoi dire. C'est ce moment que choisit le petit Émile pour apparaître. Il a échappé à sa nouvelle gouvernante, celle qu'on a appelée en urgence pour remplacer Marie-Claire. Il court vers le groupe de femmes, les bras tendus. « Marie, Marie !» crie-t-il. Marie-Claire hésite une seconde, puis elle s'agenouille et ouvre les bras. Le petit garçon s'y jette, s'accroche à son cou comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. « Ne pars pas !» supplie-t-il. « S'il te plaît, ne pars pas !» Madame de Villiers fait un pas vers eux, mais Suzanne l'arrête d'un geste. « Non, madame, pas maintenant. Pour une fois, laissez-le avec celle qui l'aime vraiment. » La phrase claque comme une gifle. Madame de Villiers vacille. Ses yeux passent de Suzanne à Émile, de Marie-Claire aux autres domestiques. Et pour la première fois, elle les voit. Vraiment. Non plus comme des meubles, mais comme des femmes. Des femmes qui élèvent son fils, qui tiennent sa maison, qui permettent sa vie de privilégiée. Le photographe tousse discrètement. « Mesdames, si nous pouvions... » Les femmes reprennent leur position. Marie-Claire se relève, Émile toujours dans ses bras. Elle le pose doucement par terre, lui caresse la joue. « Va avec ta maman, mon petit cœur. Je dois faire quelque chose d'important. » Mais Émile refuse de lâcher sa main. Alors Marie-Claire fait quelque chose d'extraordinaire. Elle le garde près d'elle, juste à côté du groupe. Il sera dans la photo, pas au centre, un peu flou peut-être à cause du temps de pause. Mais il sera là. Le lien visible entre deux mondes qui ne devraient jamais se toucher.
Suzanne prend la main d'Agnès. Agnès prend celle de Jeanne. Une chaîne humaine se forme. Cette femme liée par plus que le travail, liée par la souffrance, la dignité, l'espoir d'un monde meilleur. Le photographe compte. 3, 2, 1. L'obturateur s'ouvre. 8 secondes commencent. 8 secondes qui vont changer leur vie à toutes. Dans les 3 premières secondes, elles restent figées, les yeux fixés sur l'objectif. Des domestiques en uniforme impeccable, comme l'attend la société. À la 4e seconde, Suzanne serre plus fort la main d'Agnès. Un geste imperceptible mais chargé de sens. Nous sommes ensemble. Nous sommes fortes. À la 5e seconde, Marie-Claire sent la petite main d'Émile trembler dans la sienne. Elle presse doucement. Je suis là. Je serai toujours là, même si je pars. À la 6e seconde, quelque chose change. Comme si elles avaient toutes eu la même pensée au même moment. Lentement, très lentement, elles commencent à lever le menton. Plus haut, encore plus haut. À la 7e seconde, leurs mains montent vers leurs coiffes. Ces coiffes qui sont le symbole de leur servitude. Ces coiffes qu'elles doivent porter du matin au soir, qui cachent leurs cheveux, qui les rendent toutes identiques. À la 8e seconde, juste avant que l'obturateur ne se referme, elles les retirent. Toutes ensemble, révélant leurs cheveux, les boucles blondes de Marie-Claire, les cheveux gris précoces d'Agnès, blanchis par le stress et les produits chimiques. Les tresses serrées de Suzanne. L'obturateur se referme. C'est fait. Madame de Villiers pousse un cri étranglé. C'est un scandale. Cette photo ne doit jamais être publiée. Jamais. Mais le photographe range déjà son matériel. Son visage est grave. Il vient de comprendre qu'il a capturé quelque chose d'historique. « Madame, dit-il calmement, ces femmes ont posé de leur plein gré. Cette photographie leur appartient autant qu'à mon journal. Elle sera publiée. » Il se tourne vers les domestiques. « Mesdames, ce fut un honneur, un véritable honneur. » Et il part, laissant derrière lui 7 femmes qui savent que leur vie vient de basculer. Dans quelques heures, elles seront probablement toutes renvoyées. Mais pour la première fois depuis qu'elles sont entrées en service, elles existent. 14 heures. La maison est étrangement silencieuse. Madame de Villiers s'est enfermée dans son boudoir avec une bouteille de laudanum. Les domestiques attendent. Elles savent que la sentence va tomber. Mais pour l'instant, elles savourent ce moment suspendu où, pour la première fois, c'est la maîtresse qui a peur d'elle. Dans la cuisine, Louise prépare le repas comme si de rien n'était. Mais ses gestes sont différents, plus assurés. Elle ne cuisine plus pour des maîtres. Elle cuisine pour ses sœurs de lutte. Un pot-au-feu comme sa grand-mère le faisait dans le Morvan. Avec de la vraie viande, pas les bas morceaux qu'on leur donne d'habitude. Marguerite, la lingère aux yeux fatigués, sort de sa poche un morceau de tissu qu'elle garde depuis des mois. De la soie blanche, subtilisée sur une robe déchirée de madame. Elle commence à broder. 7 femmes debout. 7 silhouettes fières. Pour se souvenir, dit-elle. Pour ne jamais oublier. Agnès est montée dans sa chambre. Elle écrit enfin cette lettre à sa sœur. Mais cette fois, elle dit la vérité. La vraie vérité. Les humiliations quotidiennes. Les mains détruites. Les poumons malades qui ne guériront jamais. Mais aussi ce moment. Cet instant de gloire où elle a montré ses mains à Madame de Villiers. Où elle a vu la peur dans les yeux de celle qui la terrorisait. Marie-Claire est avec Émile dans la nursery. Elle sait que c'est la dernière fois. Demain, elle sera partie. Alors elle lui raconte une dernière histoire, celle d'une petite fille de Bourgogne qui est venue à Paris pour devenir quelqu'un. Qui a rencontré un petit prince triste dans un grand château froid, qui l'a aimé comme son propre enfant, mais qui devait partir pour devenir celle qu'elle était vraiment destinée à être. « Tu reviendras ?» demande Émile, les yeux pleins de larmes. « Un jour, » promet Marie-Claire. « Quand tu seras grand, je reviendrai et tu ne me reconnaîtras peut-être pas, parce que je ne serai plus en uniforme. Je serai habillée comme une dame, avec une belle robe que j'aurai cousue moi-même. » Mais Suzanne, elle, est dans le bureau de Monsieur de Villiers. Elle attend son retour. Elle a quelque chose à lui dire, quelque chose qu'elle garde secret depuis 4 ans. Quand il entre, surpris de la trouver là, elle ne lui laisse pas le temps de parler. « Je sais qui est vraiment Émile », dit-elle simplement. Monsieur de Villiers pâlit.
c'est impossible. Les papiers d'adoption sont en règle. L'orphelinat a garanti que... L'orphelinat de la rue de Sèvres, coupe Suzanne. Où on envoyait les bâtards des bonnes engrossées par leur patron. Je le sais parce que c'est là que j'ai dû abandonner mon fils, le 3 avril 1915. Le même jour où vous êtes allé chercher un enfant. Le silence est assourdissant. Monsieur de Villiers s'effondre dans son fauteuil. Vous êtes sa mère. Oui, la mère d'Émile. Votre fils adoptif est mon fils biologique. Celui qu'on m'a arraché parce qu'une domestique ne peut pas élever un enfant. Celui que j'ai vu grandir sous mes yeux sans pouvoir le serrer dans mes bras. Celui que j'aime en silence depuis 4 ans. Monsieur de Villiers ne sait pas quoi dire. Que veut-elle? De l'argent? Un chantage? Suzanne secoue la tête. Je ne veux rien. Juste que vous sachiez. Et que vous compreniez pourquoi je protège Marie-Claire. Parce qu'elle donne à mon fils l'amour que je ne peux pas lui donner. Elle est la mère que j'aurais voulu être. À 15 heures, le drame éclate. Madame de Villiers, ivre de laudanum et de rage, descend dans la cuisine. Elle tient à la main les lettres de licenciement. 7 lettres, une pour chaque rebelle. Vous êtes toutes renvoyées, annonce-t-elle d'une voix pâteuse. Sans référence, sans indemnité. Vous avez 1 heure pour faire vos paquets et partir. Mais les femmes ne bougent pas. Elles restent assises autour de la table de la cuisine, mangeant tranquillement le pot-au-feu de Louise. C'est Agnès qui répond. De sa voix éraillée par la toux. Nous partirons, madame. Mais d'abord, nous allons finir notre repas. Pour une fois dans notre vie, nous allons manger assises, tranquillement, comme des êtres humains. Madame de Villiers devient hystérique. Elle menace d'appeler la police, de les faire arrêter pour vol, puisqu'elle mange sa nourriture. Mais c'est alors que monsieur de Villiers apparaît. Il a l'air hagard. Il vient d'avoir la conversation de sa vie avec Suzanne. « Laisse-les, dit-il à sa femme. Laisse-les finir leur repas. Nous leur devons bien ça. » Sa femme le regarde, interdite. « Nous leur devons? Nous ne leur devons rien. Ce sont des domestiques. »« Non, répond-il lentement. Ce sont les femmes qui élèvent notre fils, qui tiennent notre maison, qui permettent notre mode de vie. Et nous les avons traités comme des objets. Nous avons eu tort. » Le registre des employés de maison de la préfecture de police note qu'entre mars et avril 1919, il y a eu une augmentation de 400% des changements de personnel domestique dans le 7e arrondissement. Un exode massif qui a obligé plusieurs familles bourgeoises à revoir leurs pratiques. À 16 heures, les femmes commencent à faire leurs paquets. Peu de choses en vérité. Quelques vêtements, des lettres, des photos. 7 ans de service pour Suzanne et tout tient dans une valise en carton. Marie-Claire monte dire au revoir à Émile. Mais le petit garçon n'est plus dans sa chambre. Elle le cherche partout, paniquée. C'est Suzanne qui le trouve, caché dans la lingerie, serrant contre lui la poupée de chiffon que Marie-Claire lui avait fabriquée. « Je ne veux pas qu'elle parte », sanglote-t-il. Suzanne s'agenouille devant lui. Pour la première fois en 4 ans, elle prend son fils dans ses bras. Il ne sait pas qui elle est vraiment, mais elle s'en fiche. Elle le serre fort, très fort, respirant l'odeur de ses cheveux, mémorisant la sensation de ce petit corps contre le sien. Parfois, murmure-t-elle, les gens qu'on aime doivent partir. Mais l'amour, lui, reste. Toujours. Marie-Claire t'aimera toujours, où qu'elle soit. Et il y aura toujours quelqu'un pour veiller sur toi. Je te le promets. Comment tu le sais ? Demande Émile entre 2 sanglots. Parce que les mères savent ces choses-là, répond Suzanne. Et elle sourit à travers ses larmes, savourant l'ironie de pouvoir enfin dire cette vérité, même si son fils ne la comprend pas. À 17 heures, les 7 femmes sont rassemblées dans le hall, leurs maigres possessions à leurs pieds. Madame de Villiers les regarde partir depuis le haut de l'escalier. Elle a gagné, elles s'en vont. Mais sa victoire a un goût amer. Parce que pour la première fois, elle réalise qu'elle ne sait pas faire bouillir de l'eau, qu'elle ne sait pas habiller son fils, qu'elle ne sait rien faire sans elle. C'est Marie-Claire qui part la première. Elle embrasse ses compagnes une par une. Quand elle arrive à Suzanne, celle-ci lui glisse quelque chose dans la poche. «
Ne le regarde pas maintenant, murmure-t-elle. Plus tard, quand tu seras dans le train. Agnès part ensuite. Direction les quartiers ouvriers de Belleville, où des camarades de l'usine l'hébergeront le temps qu'elle trouve autre chose. Elle tousse en marchant, mais elle se tient droite. Pour la première fois depuis 2 ans, elle se sent vivante. Les autres s'éparpillent. Qui vers Montmartre, qui vers la banlieue, qui vers la gare pour retourner en province. 7 femmes qui ne se reverront peut-être jamais, mais qui sont liées à jamais par ces 8 secondes de courage. Suzanne part la dernière. Monsieur de Villiers l'attend dans le hall. Il lui tend une enveloppe. Vos gages, dit-il, et un peu plus. Pour ce que nous vous avons fait. Suzanne prend l'enveloppe sans le regarder. Prenez soin de lui, dit-elle simplement. C'est un bon petit. Il mérite mieux que ce que vous lui donnez. Et elle part, laissant derrière elle 4 ans de sa vie et le fils qu'elle ne pourra jamais reconnaître. Dans le train pour Lyon, Marie-Claire ouvre enfin le papier que Suzanne lui a glissé dans la poche. C'est une adresse, celle d'un atelier de haute couture rue du Faubourg Saint-Honoré. Et un nom, Madame Lucienne Morel. En dessous, quelques mots de la main de Suzanne. Elle t'attend. J'ai travaillé pour elle il y a 10 ans. C'est une ancienne comme nous. Elle a réussi. Tu réussiras aussi. Marie-Claire pleure. Pour la première fois depuis la mort de son père, elle pleure vraiment. Pas de tristesse, de soulagement, de joie, d'espoir. Elle n'est pas seule. Elle n'a jamais été seule. Il y a tout un réseau de femmes invisibles qui s'entraident dans l'ombre. 3 semaines plus tard, le petit journal publie la photographie. En petit, dans les pages intérieures. Mais le titre qu'Auguste Leroux a choisi fait sensation. Les invisibles. Dignité et courage des femmes de l'ombre. L'article qui accompagne la photo est bouleversant. Il raconte, sans nommer personne, l'histoire de ces femmes qui maintiennent les maisons bourgeoises, tout en étant traitées comme des meubles. La photo fait le tour de Paris. Dans les cuisines, les lingeries, les mansardes, des milliers de domestiques la découpent et la cachent sous leur matelas. Elle devient un symbole, une preuve qu'elles existent, qu'elles comptent. 1 an plus tard, mars 1920, la première grève des domestiques éclate à Paris. 3000 femmes refusent de travailler pendant 1 semaine. Elles réclament un jour de repos hebdomadaire, un salaire minimum, le droit à une chambre chauffée. Le mouvement est mené par une certaine Agnès Lefebvre, ancienne ouvrière devenue syndicaliste. Les journaux de l'époque, conservés à la Bibliothèque nationale, montrent des photos de manifestations, et sur plusieurs d'entre elles, on peut voir des femmes brandir une pancarte avec la reproduction de la photo de 1919. Les 7 femmes devant le portail sont devenues une icône. En 1925, Marie-Claire ouvre son propre atelier de couture à Lyon. Elle emploie 15 ouvrières, toutes anciennes domestiques. Elle leur offre des conditions de travail dignes, des salaires justes, une participation aux bénéfices. Sur le mur de l'atelier, encadré, la fameuse photographie. Sa mère, qui vit maintenant avec elle, ne comprend pas pourquoi elle garde cette photo où elle a l'air si triste. Marie-Claire sourit. « Je ne suis pas triste, maman. Je suis déterminée. C'est le jour où j'ai décidé de devenir qui je suis vraiment. » Suzanne, elle, a disparu. Après avoir quitté la maison de Villiers, elle s'est évanouie dans la nature. Certains disent qu'elle est partie en Amérique. D'autres qu'elle est devenue gouvernante dans une famille juive qui la traite avec respect. Personne ne sait vraiment. Mais tous les ans, le 3 avril, jour de l'anniversaire d'Émile, un bouquet de violettes est déposé devant la maison des De Villiers. Sans carte, sans message. Juste des violettes, les fleurs préférées de Suzanne. En 1936, 17 ans après la photo, le Front populaire arrive au pouvoir. Parmi les premières mesures, une convention collective pour les employés de maison. Salaire minimum, congés payés, protection sociale. Agnès Lefebvre est invitée à l'Assemblée nationale pour témoigner. Elle a 40 ans maintenant, les poumons définitivement abîmés, mais elle parle avec force. Elle raconte l'histoire de la photo. Les 8 secondes qui ont changé leur vie. Elle montre ses mains,
toujours marquée par les cicatrices. « Ce ne sont pas que mes mains, dit-elle au député. Ce sont les mains de 400 000 femmes qui construisent la France dans l'ombre. » En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, un homme de 30 ans se présente à l'atelier de Marie-Claire à Lyon. C'est Émile de Villiers. Il a survécu à la guerre, a fait la résistance. Il cherche celle qu'il a élevée avec amour quand sa mère ne savait pas comment l'aimer. Marie-Claire a 44 ans maintenant. Elle est devenue une femme d'affaires respectée. Quand elle voit Émile dans l'embrasure de la porte, elle manque de s'évanouir. Il n'a pas changé. Les mêmes yeux bleus, le même sourire timide. Il parle pendant des heures. Émile lui raconte que ses parents sont morts pendant la guerre, que la maison de la rue de Varennes a été réquisitionnée par les Allemands, qu'il a tout perdu, sauf une chose. Il sort de sa poche une photo. La photo, celle du 14 mars 1919. « Mon père me l'a donnée avant de mourir, » dit-il. « Il m'a dit qu'elle contenait toute l'histoire de qui je suis vraiment. Je n'ai jamais compris jusqu'à maintenant. Mais en te voyant, je comprends. Cette femme au centre, Suzanne, c'est ma vraie mère, n'est-ce pas ?» Marie-Claire hésite, puis acquiesce. « Oui, c'est ta mère. La femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. » Émile pleure. Pour la première fois depuis son enfance, il pleure. Marie-Claire le prend dans ses bras, comme quand il était petit. Et il reste là, dans l'atelier de couture, entouré de robes à moitié finies et de souvenirs. « Tu sais où elle est ?» demande Émile. Marie-Claire secoue la tête. Personne ne sait. Elle a disparu après cette journée. Mais je sais qu'elle t'aime. Elle t'a toujours aimé. Chaque jour qu'elle a passé dans cette maison, c'était pour être près de toi. En 1970, Agnès Lefebvre meurt à 93 ans. Dans ses papiers, on trouve des centaines de coupures de presse sur les droits des travailleuses domestiques. Et, soigneusement protégée dans une enveloppe, la photo originale, celle qu'Auguste Leroux lui avait donnée en secret. Au dos, il avait écrit « Pour celle qui a eu le courage de montrer ses mains ». Ces funérailles rassemblent 3000 personnes. Ancienne domestique, syndicaliste, féministe de la nouvelle génération. Sur sa tombe, on grave simplement « Agnès Lefebvre, 1897-1970 ». Elle a montré ses mains. Aujourd'hui, en 2019, 100 ans après la photo, Isabelle Fournier-Moreau, arrière-petite-fille de Marie-Claire, est historienne spécialisée dans l'histoire des femmes. Dans son bureau à l'université de Lyon, elle garde précieusement la photo originale, celle qu'Émile avait donnée à Marie-Claire avant sa mort en 1987. Elle a retrouvé les descendantes des 7 femmes. Toutes ont réussi, à leur manière. Les filles d'Agnès sont devenues institutrices. Les petites filles de Jeanne, médecin. Les arrière-petites-filles de Louise ont ouvert une chaîne de restaurants. Mais de Suzanne Bernard, toujours aucune trace. Jusqu'au jour où une vieille dame de 103 ans contacte Isabelle. Elle dit s'appeler Sophie Bernard. Elle dit être la fille de Suzanne. Elle dit avoir une histoire à raconter. Sophie révèle que sa mère a vécu jusqu'en 1962. Qu'elle s'est remariée avec un instituteur qui l'a traitée avec respect, qu'elle a eu 3 enfants, qu'elle n'a jamais revu Émile, mais qu'elle a suivi sa vie de loin, qu'elle était fière de lui. Et elle sort de son sac une dernière surprise, un carnet, le journal intime de Suzanne qu'elle a tenu de 1919 à sa mort. Dedans, tout est raconté, les humiliations, la douleur d'abandonner son fils, la décision de la photo. Les 8 secondes qui ont tout changé. La dernière entrée date du 2 mars 1962, la veille de sa mort. Suzanne écrit « Aujourd'hui, j'ai lu dans le journal que les domestiques ont enfin obtenu les mêmes droits que tous les travailleurs. Nous avons gagné. Ces 8 secondes n'ont pas été vaines. Nous existons. » Isabelle lit le journal les larmes aux yeux. Puis elle regarde la photo. Cette femme debout devant un portail. Cette femme qui ont osé dire non. Cette femme qui ont changé l'histoire. Elle pense à toutes les femmes invisibles d'aujourd'hui. Les femmes de ménage, les aides-soignantes, les caissières, toutes celles qui maintiennent le monde debout dans l'ombre. Et elle se dit que le combat n'est pas fini, que ces 8 secondes de courage doivent continuer à inspirer.
La photo est maintenant accrochée dans le salon d'Isabelle, à côté des photos de ses enfants. Pas dans un musée, pas dans une archive, mais dans une maison où elle continue à vivre, à inspirer, à rappeler que la dignité n'a pas de prix. Parfois, ses enfants lui demandent pourquoi elle garde cette vieille photo en noir et blanc. Et Isabelle répond toujours la même chose. Parce que ces femmes sont notre histoire. Parce qu'elles nous ont montré qu'on peut toujours choisir de se tenir debout, même quand le monde entier veut nous mettre à genoux. Et dans ces moments-là, elle pense à Marie-Claire, son arrière-grand-mère qui a eu le courage de partir. À Agnès, qui a transformé sa colère en combat politique. À Suzanne, qui a aimé son fils en silence pendant 4 ans. Cette femme, 8 secondes, une photo, et une révolution qui continue, invisible mais implacable, dans tous les endroits où des femmes refusent d'être effacées. Car c'est ça, la vraie leçon de cette photo. La dignité n'est pas quelque chose qu'on nous donne. C'est quelque chose qu'on prend. 8 secondes à la fois. Avant de conclure, souvenons-nous que cette histoire fictionnelle mais inspirée de faits historiques réels nous rappelle que la dignité n'est jamais donnée. Elle se conquiert, parfois en 8 secondes de courage. Les femmes de l'ombre, comme celle de cette photographie, nous montrent qu'il est toujours possible de se tenir debout, même quand tout semble vouloir nous maintenir à genoux. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de ces domestiques en 1919 ? Pensez-vous que la dignité peut exister même dans l'invisibilité sociale ? Avez-vous connu, dans votre famille, des récits de femmes ou d'hommes qui ont résisté en silence ? Écrivez le mot « dignité » dans les commentaires pour montrer que vous êtes resté jusqu'au bout. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos parents ou grands-parents qui pourrait inspirer d'autres vidéos. Merci du fond du cœur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de partager autour de vous. Enfin, cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir une autre histoire bouleversante.